voir cette semaine à la télé. Donc j'espère que ça va le faire parce que ça fait du cirque, même à 10 heures du soir, ça fait du cirque. Franchement, c'est la fête. C'est la fête. Bon, je parle tout près du micro. Ce micro il recentre les bruits directement sur la voix ou sur la source sonore. Donc logiquement, ça devrait passer. Donc là, pour la semaine du lundi 18 août au dimanche 24 août. Donc j'ai choisi 5 films. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Si toi tu as envie d'en parler, de certains films que je n'ai pas choisis, libre à toi en commentaire de le suggérer aux autres qui vont sûrement lire les commentaires. Essaye de, quand tu les suggères, pourquoi tu aimes bien ces films-là et pourquoi tu les conseilles aussi, toi. Essaye de faire de donner finalement ton propre avis, comme moi je le fais là avec les films, ceux que je connais, ceux que je connais pas. Donc, essaye de faire à peu près pareil. Si toi tu connais et que tu as envie de suggérer un film, essaye de en commentaire d'expliquer un peu pourquoi. Bon, t'es pas obligé de faire un pavé non plus. Et voilà, c'est l'endroit pour aussi, hein. Moi, je vais voir ceux qui m'intéressent, dans ceux que tu me suggères aussi. Je vais peut-être pas tous les regarder, ça c'est sûr. Parce que bon, voilà quoi, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et pour la période des films de Noël, je reviens dessus, hein. Je pense que je ferai 2 vidéos séparées. Je pense, je vais voir. Soit je fais 2 vidéos séparées, soit je rajoute un autre film, mais juste un film de Noël. Alors que je suis comme un grand consommateur de films de Noël. J'en connais beaucoup, mais vraiment énormément. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire 2 vidéos comme ça en même temps, quoi. En même temps, les 5 films à voir la semaine, on va dire les 5 films généraux, le soir des films normaux. Et un 5 films à voir parmi les feuilletons de Noël, quoi. Bon, généralement ça passe l'après-midi, pour certaines chaînes c'est le soir aussi. Euh, Bah, tu les enregistres, tu regardes les replays aussi. C'est vrai que j'avais dit que je devrais en parler à chaque fois, c'est que n'oublie pas les replays. Moi je te donne des dates, des heures et tout ça. Bon, il suffit juste d'aller voir les chaînes et voir s'ils te proposent le film en replay. Ce n'est pas toujours le cas. Je sais que les chaînes autres, par exemple TF1, ATMC par exemple, ou TF1 série film, et bah je sais que la dernière fois il y avait l'étudiante qui était passée il y a plusieurs mois de cela. Je l'avais un peu loupé, je voulais le revoir, et il n'y avait pas le replay de l'étudiante par exemple. Voilà, bon, le film est repassé au moins 2-3 fois depuis quand même, donc non, c'est pour dire quoi là, il y a des replays. Après, ça te garantit pas forcément toujours d'avoir le film. Après, voilà, si tu peux les enregistrer, enregistrer les directs aussi. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je regarde pas de replay. S'il y a un truc qui m'intéresse, tu vois, je l'enregistre avec ma box, toi, je l'enregistre et je le regarde quand j'en ai envie. Est-ce que je dois parler? Oh, je vais parler après des films que j'ai vus, que j'ai conseillés, que j'ai vus. Soit que je n'avais pas vu, soit que j'ai revu depuis longtemps. Et donner un peu mon avis comme ça. Et là, j'ai vu des trucs vraiment intéressants que j'ai conseillés. J'espère que toi, tu as vu au moins un des films que je t'ai conseillé. Parce que moi, quand je l'ai vu, je m'attendais pas qu'il soit aussi génialissime que ça. Mais j'en parle après si j'y pense. Parce que... Donc on va commencer avec le lundi 18 août. Donc c'est Paris, Texas à 20h55 sur Arte. Alors Paris, Texas, je le connais depuis très très longtemps. C'est un film connu qui est récompensé. Je crois qu'il a la Palme d'Or, tout ça, tout ce que tu veux. Et je l'ai jamais vu. Est-ce que j'ai eu l'occasion de le voir? Peut-être, mais bon, c'est pas un film qui attire en soi comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de me replonger dans tous ces petits films dramatique, on va dire, parce que c'est un film dramatique de 84. Ouais, 84. Est-ce que je me suis pas trompé? Si, ouais, j'ai dû mettre la bonne date. 84, je le voyais plus aux alentours de 90, bah. Non, bon, c'est un film de 84, un drame. C'est vrai que j'ai jamais vu ce film-là et bon, j'ai sûrement eu très peu de l'occasion de le voir, donc là c'est le moment pour moi de rétablir cela parce que je suis quand même curieux de voir ce film-là qui est soi-disant un chef-d'œuvre pour beaucoup de monde. Donc c'est le moment, je te lis le synopsis. Travis déambule seul dans le
il s'évanouit puis se réveille à l'hôpital. Le médecin, le médecin, j'adore quand je découpe les... Le médecin, le médecin, ne parvenant pas à lui extirper le moindre mot, contacte son frère Walt. Ce dernier ramène Travis chez lui où il retrouve Hunter. J'adore ces noms américains. Son fils de 8 ans qu'il a abandonné 4 années auparavant. Bon, j'espère que tu as compris quelque chose, que là j'ai lu... moi je te le relis pas. Tu mets pause, tu mets... Tu te démerdes. Donc voilà, donc bon, à voir. Et j'ai envie de le voir en plus. Alors les acteurs principaux, c'est... On a Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton, il est... c'est pareil, c'est un acteur qui a fait plein de petits rôles dans les années 70, 80 et 90. Il commençait à être trop vieux, je pense, à mon avis, il a dû décéder dans les années 90. Et je dis ça, mais j'en sais rien du tout en fait. Bah moi, je le connais dans New York 97, c'est le taxi... Ah non, c'est pas le taxi dans New York 97. Non, non, c'est pas le taxi dans New York 97, c'est comment il s'appelle ah, je sais plus. C'est un gars vachement intelligent et tout ça qui a créé une map ou je sais pas quoi là. Et donc il joue dans New York 97. Euh, c'est le... Ah, je me rappelle de Maggie. C'est le mec à Maggie, on va dire. Le mec à Maggie. Son nom m'échappe. Mais pourtant c'est un film que j'ai vu plein de fois. Donc il joue dedans dans New York 97 avec Kurt Russell et lui-même. Il a joué dans... attends, je reprends ma salive. Il a joué dans Alien, le 8e passager de Ridley Scott quand même. Donc il joue un des passagers. Un des 7 passagers. Puis il a joué dans plein de petits films. Voilà, c'est... Voilà, bah, tu vois, je vais dire un truc. J'ai pas vu de film où il est l'acteur principal. Et bah ça... Ah si, il a joué aussi dans Luc la main froide. Luc la main froide que j'ai vu récemment, il y a quelques mois. Et bah j'étais surpris de voir Harry Dean Stanton dedans aussi. Donc ça reste quand même un acteur qui est là dans beaucoup de films. Mais il n'aura jamais le rôle principal, sauf apparemment dans Paris, Texas, où il a le rôle principal. On a Nastasia Kinski. Ouais, je connais de nom, mais après je serai capable de citer un film avec elle. Et on a Dean Stockwell. Alors Dean Stockwell, pour ceux qui connaissent la vieille série Code Quantum, et bah Dean Stockwell, c'est un des 2 acteurs principaux de Code Quantum. Voilà. Alors il y a Scott Bakula. Ouais, c'est ça, Scott Bakula, c'est l'acteur qui passe d'un monde... c'est pas des mondes parallèles en plus. Il passe en fait Code Quantum, la série Code Quantum, pour expliquer ce que c'est. C'est en fin de compte des chercheurs qui ont créé une machine pour voyager dans le temps et se mettre dans la peau des personnages pour peut-être régler leurs problèmes. Je sais pas si au départ c'était le but recherché. Je crois qu'au départ c'était peut-être de voyager dans le temps, toi. Sauf que le gars, le chercheur en lui-même, s'est retrouvé piégé finalement dans sa machine à voyager dans le temps d'une certaine manière. Il s'est retrouvé piégé dans toutes ces boucles temporelles et d'une journée à une autre, ou peut-être pas d'une journée à une autre, mais disons que en fait il se retrouve dans la peau de personnes qui ont existé dans le passé, dans le futur et tout ça, et il doit régler leurs problèmes. Peut-être que c'était voulu dès le départ. Peut-être que c'était voulu dès le départ parce que... Ah, je sais plus. En tout cas, son objectif c'est de régler les problèmes de cette personne-là pour pouvoir avancer et retourner finalement à sa vie normale, quoi. En fait, il se retrouve bloqué dans ce système-là. Et à chaque fois, il se retrouve dans la peau d'un personnage, etc. etc. Et j'ai vu la fin, et la fin m'a bouleversé de Code Quantum parce que la fin est bouleversante. Il y a 2-3 épisodes, dont le dernier qui est... Ah, c'est triste, franchement, c'est triste. Et Dean Stockwell, c'est pas le gars qui passe d'un personnage à un autre, ça c'est Scott Bakula, l'acteur. Je suis étonné de me rappeler son nom d'ailleurs. Et Dean Stockwell, bah, c'est le gars qui n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué dans la machine, il est encore dans sa timeline normale, on va dire. Mais il est là pour... Il est capable d'accompagner en fin de compte Scott Bakula, l'autre acteur, enfin l'autre personnage on va dire,
dans ses démarches pour essayer de régler les problèmes et essayer de revenir chez lui. Donc en gros, lui, il peut se projeter dans le passé comme ça. Et il peut se projeter comme ça. Il est... Scott, oh, putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'ai l'impression que je m'embrouille. Je suis pas sûr que tu vas comprendre ce que je dis. Enfin bref, le gars qui est pas bloqué dans la machine, mais qui aide son pote chercheur à retrouver le chemin de la maison, et bah ce gars-là, c'est Dean Stockwell. Voilà. Tout ça, ça a été long quand même pour... et je l'ai pas vu ailleurs, bah comme Scott Bakula, il a dû faire quelques apparitions dans les films. Généralement des acteurs qui sont très marqués par rapport à une série, tu les vois très très peu dans des films derrière. Donc voilà, réalisateur c'est Wim Wenders. Je connais pas du tout. Voilà, ça c'était Paris, Texas à 20h55 sur Arte le lundi 18, c'est-à-dire demain. Mardi 19 août, on a Peter's Friends. Peter's Friends, alors le titre est anglais, Peter's Friends, les amis de Peter. À 21h sur France 5, et non pas Arte, France 5, je le précise encore. C'est un film de 92, c'est une comédie, il parle de romance, tout ça. Alors je te lis le synopsis. Alors ça c'est un film que je n'ai pas du tout vu. Bah comme Paris, Texas en fait. Sauf que quand je vois les acteurs, dont une actrice que j'aime beaucoup, et bon ce côté un peu anglais parce que c'est des acteurs anglais, et cette petite comédie avec un peu de romance à l'anglaise, faut voir, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc c'est un film de 92, comédie. La dernière fois que Peter a réuni ses amis de l'université, c'était pour fêter la Saint-Sylvestre de 1982. Environ 10 ans plus tard, il est trentenaire et hérite de la demeure familiale que son père lui a léguée. À cette occasion, il décide d'inviter à nouveau ses amis. Cependant, au cours de la dernière décennie, leurs chemins se sont séparés. Voilà, c'est un peu la chanson de Patrick Bruel, quoi. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Ta, 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 ta. Bah, c'est un peu ça, c'est 10 ans plus tard, il réinvite ses amis dans une demeure familiale qu'on lui a léguée, et là il se passe des choses classiques. Alors c'est une comédie un peu anglaise. Moi j'ai vu un peu la bande-annonce quand même pour me faire envie, pour voir si je pourrais le proposer. Et ça a l'air d'être très léger quand même. C'est pas la comédie où tu te fends la poire, c'est pas les aventures en Afrique quoi. Donc en acteur on a Kenneth Branagh. Alors Kenneth Branagh, bah, son rôle quand même qui est assez connu, c'est dans Harry Potter où il joue dans la Chambre des Secrets. Il joue l'écrivain un peu qui est aussi comment on appelle ça, le prof contre la magie noire, non c'est pas ça. Contre les... Ah bah je sais plus. Comment il s'appelle? Attends. Je cherche le nom du personnage. Comment s'appelle le nom du personnage? Il s'appelle Lockwood. Lockward. Ça doit être ça, ça doit être Lockward. C'est un peu le gars qui se vante et tout ça, et qui fait signer des autographes et tout. Et bah ce gars-là, c'est Kenneth Branagh. Où il a joué dans plein de films anglais, tout ça. Après, j'ai pas vu énormément de films avec lui, mais son visage est très connu. Le réalisateur, bah, c'est Kenneth Branagh. Donc lui-même a réalisé, lui-même joue son rôle principal. À l'époque, sa femme, sa compagne, c'était Emma Thompson, une autre actrice qui, elle, est quand même connue, beaucoup plus connue que lui. Donc il y a Emma Thompson, il y a Hugh Laurie. Alors Hugh Laurie, il est connu pour le Dr House. C'est le Dr House, Hugh Laurie. Et Stephen Fry, il est assez connu, mais très très peu par chez nous, quoi. Je serais incapable de dire un film là tout de suite avec lui. Mais sa tête, tout ça, je l'ai déjà vu quelque part, ça c'est sûr. Pour Emma Thompson, Emma Thompson, elle a joué dans Harry Potter aussi. Voilà, c'est celle qui est un peu farfelue. C'est celle qui fait... Ah, je me rappelle pas son nom. C'est le prof, elle joue un prof aussi. Sauf qu'elle joue un prof qui est là quasiment tout du long. Qui s'occupe de l'astrologie, trucs comme ça, tu vois. Qui fait boire du thé à un moment donné. Enfin bref. Et bah, elle a joué dans Raison et Sentiment aussi. J'aime beaucoup dans Raison et Sentiment. Avec Alan Rickman. J'adore ce film-là.
Je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai adoré voir Alan Rickman dedans. Et Emma Thompson aussi. Voilà, c'était avec Kenneth Branagh, Emma Thompson, Glory, Stephen Fry. Donc Peter's Friends à 21 h sur France 5, mardi 19 août. Ouais, j'ai l'impression de faire vraiment des 5 films pour moi, quoi. Des films que j'ai pas vus, que je viens de revoir. Mais bon, là je peux t'assurer qu'au beau milieu d'été, il n'y a pas énormément de gens non plus. Il y a des trucs un peu... ça m'aurait fait de la peine de les avoir choisis, donc je suis content quand même d'avoir trouvé 5 trucs intéressants, je trouve. Voilà. Donc voilà. Arrête de te plaindre, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon travail tranquillement. Donc maintenant, on passe au samedi 23 août. Samedi 23 août à 20h55, on a négociateur. Ah, est-ce que c'est négociateur ou le négociateur? Ouais, j'ai mis négociateur, mais ouais, je trouve que ça doit être négociateur. Négociateur sur RTL 9. C'est un film de 98, un thriller. Alors, je te lis le synopsis tout de suite. Danny Roman est policier à Chicago. Souvent appelé à jouer le négociateur dans des affaires délicates, il est considéré comme l'un des meilleurs dans la profession. Pourtant, son intégrité professionnelle est remise en cause par un agent de l'IGS. Alors l'IGS, c'est, je sais pas, un dénommé Niebaum. La rumeur enfle jusqu'à devenir assourdissante. Danny aurait détourné des fonds de la police. Donc c'est avec, alors les acteurs, avant que je parle de ce film-là, c'est avec Samuel L. Jackson. Bon, je pense que tu connais Samuel L. Jackson, hein, quand même. Kevin Spacey. Kevin Spacey, peut-être un peu moins. Il a joué dans plein de petites. C'est un acteur américain qui a joué dans beaucoup de films dramatiques. Bah, il a joué dans Usual Suspect. Je pense que c'est le plus connu de lui, Usual Suspect. T'as Kevin Spacey qui a joué dedans. Il a le fameux American Beauty, je crois, oui c'est lui. Et un film que j'aimais bien avec l'acteur quand il était gamin, Osmond, qui joue dans le Sixième Sens. Cet acteur qui joue dans le Sixième Sens, je crois c'est Osmond quelque chose. Oh, je pourrais regarder, mais je suis feignant aussi de regarder. Et bah encore gamin, il a joué, ce gamin-là a joué dans le Sixième Sens et a joué dans ce film-là avec Kevin Spacey. Et il m'avait marqué ce film-là. C'était un film où le gamin a proposé, je crois, d'aider 5 personnes. Donc le gamin, lui, il aidait 5 personnes, mais en retour, ces personnes-là devaient aider 5 personnes. Tu vois, c'est le système de pyramide. C'était une histoire comme ça qui était vraiment touchante. Et c'est avec Kevin Spacey, évidemment aussi, et l'acteur, ah c'est ça, Haley Joel Osment. C'est ça, Osment, j'ai dit Osment, c'est ça. C'est Haley Joel Osment. Donc Haley Joel Osment qu'on a retrouvé dans pas beaucoup de films en fait. Parce que quand il a grandi, bah, il a arrêté sa carrière et quand il était encore jeune gamin là, tu vois. Et ben il a joué dans ce film là avec Kevin Spacey. Voilà, faudrait que j'essaye de remettre la main sur ce nom de film d'ailleurs. Et d'ailleurs cet acteur là, pour ceux qui regardent Mercredi, on le revoit au début de la saison 2 de Mercredi. C'était lui, c'est lui, je l'ai reconnu, je me dis putain il me dit quelque chose et c'est vrai que cet acteur là gamin m'a tellement marqué, a marqué beaucoup de monde que quand tu le revois adulte comme ça tu dis merde c'est lui. Je pense que ça a dû être compliqué pour lui parce que bon ça a dû être compliqué pour lui de trouver des rôles quand il a grandi quoi. C'est compliqué parce que les gens sont attachés à lui gamin et grand finalement bah il a pas percé quoi, donc c'est dommage. C'est dommage parce que c'était un super acteur. Gamin, c'était un super acteur. C'est comme ça. Il avait peut-être pas le physique de l'emploi non plus. Donc on a aussi J.T. Walsh. Alors J.T. Walsh, il a joué dans Tequila Sunrise, que je vais te montrer tiens d'ailleurs. Et dans pas mal de trucs. David Morse aussi, il a joué dans pas mal de choses. Mais c'est des seconds couteaux, des seconds. Et et le réalisateur c'est F. Gary Gray. Je connais pas non plus. Alors négociateur. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD parce que c'était vraiment dans les débuts des DVD où finalement où je l'ai acheté directement en DVD. Je sais plus ce que je voulais dire. Je l'ai acheté directement en DVD à l'époque, vraiment au tout début des DVD où Warner faisait des boîtes comme ça. Tu
eu dans une main. Les premiers DVD, ils étaient en boîte comme ça, cartonnés, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelait ça. D'ailleurs, toi, Tequila Sunrise, c'est mon tout premier DVD que j'ai acheté en 99, juste après l'armée d'ailleurs. J'ai acheté ma platine, alors c'était une des premières platines, t'avais deux modèles, t'avais un modèle de luxe à 7000 francs. Donc 7000 francs, c'était 150 x 7, 700, 7 x 5, 350, 1000 euros, 1050 euros. La vache, 1050 euros. Donc t'avais une platine à 1050 euros. Ouais, c'est ça, une platine à 1050 euros, la Pioneer 700, je sais plus quoi. Et ouais, c'est ça, la Pioneer 700, je sais plus quoi. Et il y avait une Pioneer 500, machin, 525, 515 et tout ça. Des belles platines de salon, mais DVD. Et je l'avais acheté à l'époque 600 francs. 400 francs. Non, 4000 francs. Non, mais je dis des conneries, c'est 4000 francs. Voilà, attends. C'est-à-dire 600 euros. Voilà, c'était quelques années avant le passage en euros. Donc c'était à peu près les prix, quoi, en euros. C'est pour te montrer. Donc 600 euros, ma première platine. Et ça, je l'ai commandé en même temps. J'ai commandé que celui-là en même temps. Et après, j'ai été pioché en magasin, les films qui sortaient. Donc il n'y a pas eu beaucoup de films. Il y a eu quelques films Universal qui vendaient plein pot. Ils vendaient 250 francs, mais c'était un truc de fou. 250 francs, c'était beaucoup trop cher, quoi. Parce que juste à côté de chez nous, il y avait trois Universal, c'était les trois premiers. T'avais Mélodie pour un meurtre, t'avais Daylight. Et le troisième, je sais plus tout qui c'était quoi. Il y avait Daylight, Mélodie pour un meurtre et le troisième. Moi j'avais pris Daylight finalement. J'avais pris Daylight. Et enfin bref, c'était vendu super cher, il y en a qui abusaient sur les prix. Et Warner, bah, c'était le premier à envahir, on va dire, les rayons de DVD et tout ça. Donc l'éditeur Warner, donc t'avais quasiment que des Warner dans des boîtes comme ça, tu vois. On a eu, moi je dois avoir encore Matrix, j'ai encore celui-là, Contact aussi, tu vois. J'adorais celui-là. Un film que j'ai découvert, c'est pareil, en DVD. C'était énorme, découvrir un film dans cette qualité qui était de DVD à l'époque. C'était énormissime. Et ben le négociateur ou négociateur, c'était pareil, c'était une boîte toute rouge comme ça, dans ce format-là. Et j'ai découvert directement en DVD et c'était une vraie claque aussi, quoi. Je pense quand même que parmi mes belles expériences, moi c'est vrai que d'aller voir des films au cinéma, c'est bien. Mais cinéma c'était toujours un peu chiant en fait. Parce que le cinéma, certes, avait une bonne qualité de film et tout ça. Tu peux peut-être voir l'intérieur, non? Ah bah tiens, il y a Roll Julia, j'en ai parlé dans ma vidéo de Panini. Roll Julia, qui joue dans La Famille Adams. Donc je disais, aller au cinéma c'est bien, mais le cinéma c'était un peu laborieux, quoi. Il y a plein de monde, il y en a qui font du bruit, il y en a qui tapent dans le dossier. Parfois l'image était floue alors que tu étais censé avoir une image nette. C'est vrai, je te jure, même avant que le DVD existe, des fois on se retrouve avec l'image totalement floue. Et parfois en milieu de film, l'image était floue. Et parfois le film déconnait, tout était éteint, je sais plus, ça nous est arrivé ça aussi. Et ils ont relancé le film après 10 minutes, 20 minutes, quoi. Donc le cinéma c'était un peu laborieux, faut quand même le dire, le cinéma c'était un peu laborieux. Et l'arrivée, le laserdisc déjà c'était un premier aperçu finalement de ce qu'allait être le DVD. Mais quand le DVD est arrivé dans ma vie, j'ai eu le cinéma à domicile sur les... Déjà j'avais une belle télé, quoi. Mais j'avais le cinéma à domicile chez moi. C'était énormissime, j'invitais mes potes, ils regardaient ça, ils disaient putain mais c'est vachement beau, l'image était belle. À un moment donné il y avait les Buena Vista, Armageddon, tout ça, j'invitais tout le monde à venir voir Armageddon en DVD, tout ça. Tequila Sunrise, Contact, Négociateur. Quand les X-Files sont sortis en DVD, j'ai acheté les premières saisons, c'était des beaux coffrets. Des coffrets comme ça, t'en fais plus. Ils en font plus des coffrets comme ça. Des espèces de digipack, tout ça, c'était magnifique. Donc c'est vrai que Négociateur, c'est un film qui m'a marqué parce que ça a été parmi les,
on va dire la cinquantaine de films que j'ai découverts en DVD, directement en DVD, dans mon cinéma à la maison. Voilà, je peux dire le cinéma à la maison. Et c'était un super film. Alors évidemment, je ne l'ai pas gardé parce que à un moment donné, j'ai vendu énormément de DVD. Quand le Blu-ray est arrivé, j'ai vendu énormément de DVD. C'est pareil, les VHS, j'ai tout vendu à un moment donné. Et mes laserdiscs, j'ai tout vendu aussi quand j'ai vu une exposition du DVD d'une platine japonaise et des DVD japonais parce que c'est sorti peut-être quelques années avant au Japon, toi. Et t'as la Fnac qui a apporté un DVD et des films japonais. C'est qui hurle comme ça? Il y en a un qui hurle. Ils sont fous ici. Hein. Et en fait, t'avais la vraie démonstration. Alors déjà, au niveau de qualité de l'image, j'avais vu à peu près ce que le Laserdisc faisait. Mais là, c'était un cran au-dessus, même au niveau de l'image. Et t'avais toutes les langues, quoi. T'avais tous les sous-titres, les langues, les machins. Et là, quand j'ai vu ça à la Fnac, alors c'était importé, mais ça valait beaucoup trop cher. Là, c'était peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avant que moi je les achète. Donc c'est peut-être en 97, 96. J'ai dû voir ça en 97. Non, attends. 96. J'ai dû voir ça en 96, 97. Ça devait être le début du DVD. Et après l'armée, c'est en fin 98. 99, parce que oui, il a fallu que je m'achète un PC d'abord. J'ai dû acheter le lecteur DVD après 1 an à travailler sur Paris. Après l'armée, tu vois. Donc j'ai acheté en 98. Première tranche 98, on va dire. Allez, avril, mai 98 que je dû me payer ma première platine. Quoique un peu avant quand même. Ça doit être début de l'année. Oh, je sais plus. Parce que je me suis payé un PC aussi. Donc je peux pas tout me payer non plus. Hein, je peux pas tout acheter. Hein, donc j'ai dû me payer. Je me suis payé le PC avant, ça c'est sûr et certain. Pour la fin de l'année, je me suis payé le PC. Donc la platine, c'était ouais, peut-être avril, tout ça. Avril 98, et ça doit être au moins 1 an, 2 ans avant parce que toutes mes VHS, j'ai tout vendu. Les laserdiscs, je les ai vendus assez rapidement. J'ai dû faire 1 année de laserdisc, quoi. Et c'est vrai que le DVD, waouh, la claque du DVD, je l'ai jamais retrouvé évidemment avec le Blu-ray parce que la différence était trop minime. Et la 4K, bah je sais pas. Et la 4K, faut racheter des télés, faut tout racheter. Faut racheter une platine, faut racheter des télés. C'est insupportable, quoi. Alors que le DVD, je l'ai déjà dit, hein, je me répète, tu branchais ça sur ta télé ou tu mettais des VHS, tu regardais ta télé avant, par Péritel, et là, paf, t'avais une image d'une qualité époustouflante. Donc voilà, c'était une autre époque, et c'est vrai que ce format-là, c'est vraiment très nostalgique. Ce format-là, c'était vraiment bah celui-là, bah, j'ai acheté en 99. 1999. Tequila Sunrise. Je le connaissais déjà, Tequila Sunrise. Je l'avais déjà en VHS enregistré. Quoique je l'avais peut-être trouvé en VHS 9. Donc voilà, je sais plus pourquoi je parle de ça. Négociateur, voilà. Donc Négociateur, j'ai vraiment hâte de le revoir. Bon, évidemment, j'ai dû le revoir quelques fois, 3-4 fois, parce que je peux t'assurer que les films que j'ai eu en DVD à l'époque, je les ai vus tellement de fois, je les ai montrés à tout le monde. Je montrais ça à tout le monde. Déjà, je montrais la technologie DVD que personne connaissait. Et je montrais tous les films que j'avais. Vas-y, Armageddon, Négociateur, ça y est. Et bah... Voilà, j'ai envie de le revoir. Bon, ça se trouve, ça a très mal vieilli, mais bon. Ça fait comme si j'avais été le voir au cinéma, c'est dingue, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, ça c'était Négociateur le samedi 23 août à 20h55 sur RTL 9. Bon, RTL 9, même si tu le loupes, hein, RTL 9 ont tendance à le repasser soit en deuxième partie de soirée la semaine qui suit, mais le week-end aussi, les week-ends, les après-midi, ils repassent tous les films du soir, donc au cas où tu le louperais. Hein. Donc maintenant on passe à dimanche, au dimanche 24 août. Donc on a Dos au mur à 20h55 sur RTL 9. C'est un film de 2012 dans un genre thriller suspense. Et je te lis tout de suite le synopsis. Un ancien policier qui est maintenant un fugitif recherché se tient sur la corniche d'un immeuble de plusieurs étages et s'apprête à sauter dans le vide.
une négociatrice d'expérience tente de lui faire entendre raison. Mais plus leur discussion tarde à se conclure, plus la conciliatrice a des soupçons sur les véritables intentions du suicidaire. Donc c'est avec Sam Worthington. Alors Sam Worthington, c'est le gars qui joue dans Avatar. Que tu le vois dans le premier Avatar. Tu le vois pas dans le deuxième Avatar, mais c'est lui qui joue dans le deuxième Avatar. Donc c'est l'acteur principal du premier Avatar, donc je pense que ça va te parler. On l'a vu dans Terminator Renaissance. Et dans Dos au mur. Voilà, j'ai pas d'autres titres qui me viennent en tête. On a Elizabeth Banks. Alors Elizabeth Banks, on l'a vu dans Hunger Games. On l'a vu dans une comédie, enfin moi je l'ai vu en tout cas dans une comédie assez sympathique où elle se retrouve dans le Bronx ou je sais pas quoi là. C'était rigolo ça. Et c'est surtout je crois une productrice, ouais elle est productrice, réalisatrice elle. Je crois qu'elle fait beaucoup plus de réalisation et tout ça. Mais bon, tu l'as vu dans Hunger Games, c'est celle qui joue là. C'est celle c'est la femme qui accompagne, la femme un peu bourgeoise, on dirait qui accompagne ceux qui ont été tirés au sort. Elle les accompagne dans le train jusqu'à là-bas. Et c'est celle qui, je crois qu'elle fait toute la saga. Elle est là dans toute la saga. Voilà. C'est pas le rôle du siècle, mais c'est elle, en tout cas. Et Ed Harris. Alors, Ed Harris, si tu connais pas Ed Harris, franchement, là, je pourrais te citer 30 films d'Ed Harris. Bon, peut-être pas 30. Je pourrais presque 30. Donc, il a joué dans Abyss. Le premier rôle dans Abyss. Il a joué dans Rock. Un des premiers rôles. Il a joué dans... ça y est, je sèche déjà. C'est fou, quoi. Il a joué dans plein de trucs et je sèche déjà. Putain, mes films sont là, je peux même pas tricher, quoi. Là, il y a mes CD, putain. Ouais, il a joué dans plein de films, et tu sais qui c'est, allez, vas-y. Et le réalisateur, c'est Asgerleth. Asgerleth. Il a joué dans Apollo 13. D'ailleurs, je l'avais conseillé récemment, Apollo 13. Ça fait 3 sur 30, je suis pas prêt d'y arriver. Bon, peu importe, on s'en fout, c'est pas un jeu non plus. Faut pas que je joue, parce que là, déjà, je dépasse de fou. Alors, donc voilà, ça c'était Dos au mur à 20h55. Alors ça c'est un film que j'ai vu et je trouve qu'il est vraiment intelligent et très intéressant ce film-là. Et même si ça bouge pas beaucoup, on va dire, c'est un suspense un peu, c'est pas un huis clos, mais on est proche du huis clos quand même. Et bah c'est un très bon film, j'ai été surpris, je m'attendais à rien en regardant ce film-là. Et j'ai bien aimé, je l'ai vu à la télé. Voilà, c'est un film que j'ai vu à la télé. Alors, le dimanche 24 août, donc toujours la semaine prochaine, à 21h10 sur TF1, on a Spy. Spy qui veut dire espion. Voilà, espion. C'est un film de 2015, une comédie. Alors, je te lis tout de suite le synopsis. Suzanne Cooper est une modeste analyste de la CIA. Et le héros le plus méconnu derrière... Attends, je me perds, n'importe quoi, je me perds. Suzanne Cooper est une modeste analyste de la CIA et le héros le plus méconnu derrière la plupart des missions les plus dangereuses de l'agence. Quand elle perd le contact avec son partenaire et qu'un autre agent supérieur est compromis, elle se porte volontaire pour infiltrer le groupe d'un marchand d'armes et empêcher un désastre qui pourrait avoir de terribles répercussions mondialement. L'actrice principale, c'est Melissa McCarthy. Donc elle, moi je la connais très très bien parce que c'est une des actrices, on va dire, principales de la troisième. C'est le troisième personnage, je vais y arriver, c'est le troisième personnage principal de la série Gilmore Girls. Donc oui, c'est ma série préférée, donc je connais cette actrice-là. Et elle a le rôle principal dans Spy. On va savoir pourquoi elle a percé par rapport aux autres acteurs de cette série. Donc elle joue dans... Quoi qu'on la voit plus du tout, quoi. À un moment donné, elle a fait quelques films comme ça, puis après, elle a disparu. Elle a redisparu. Enfin, elle n'avait pas disparu avant, mais elle a disparu, quoi. Melissa McCarthy, on a Jason Statham. Alors, est-ce que je te donne... Jason Statham, tout le monde connaît, quoi. Tous les films un peu bourrins d'action et tout ça. Voilà, donc
Jason Statham, je pense pas que je devrais t'expliquer de citer des films parce que je pense que tout le monde connaît quand même. Peut-être pas déconner quoi. On a Jude Law également. On a Jude Law, donc Jude Law. Peut-être que tu connais moins Jude Law. On a une comédie romantique que j'ai là, c'est Holiday. On a Jude Law, c'est Bienvenue à Gattaca. Énorme film, un de mes 20 films préférés. Quoique presque 10 films préférés. Des fois je le varie un peu, je le mets un peu au-dessus et un peu en bas. Et Jude Law, il a joué dans Ripley là. Il a joué aussi dans Alfie. Alfie le séducteur là. C'est assez triste comme film ça. Je trouve assez particulier comme film. Il a joué dans plein de rôles. Je pense que Jude Law tu dois connaître. Il a joué dans... Bah il joue Dumbledore. Dans Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, bah c'est lui qui joue Dumbledore. Jeune, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est un film que j'ai vu, que j'ai trouvé très très drôle. Jason Statham il m'a fait énormément rire dedans. Voilà, bon je suis pas trop difficile mais un petit peu quand même. Voilà, on est dans le drôle, pas trop burlesque non plus. Hein. Je me rappelle pas quelque chose d'extrêmement burlesque, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez comique. Voilà, bon, c'est une nana, c'est vrai que je t'ai pas expliqué ce qu'était le négociateur en fait. Je t'ai pas vraiment expliqué les films que j'ai vus, négociateurs, tout ça. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de te les expliquer bon, c'est pas grave, quand je les explique pas, bah, c'est vrai que les synopsis ils sont tellement... soit c'est obscur, soit ça spoil un petit peu à moitié, tu vois. Parce que négociateur, il y aurait vraiment eu des choses à dire quand même. Mais bon, voilà, ça c'était donc Spy à 21h10 sur TF1 le dimanche 24 août. Donc voilà, alors je vais faire vite fait sur... elle va être longue la vidéo, bah tant pis. Je vais faire vite fait sur au moins 2 films que j'ai vus. Bon, je vais rester sur un film que j'ai vu. Parce que je me rappelle déjà plus du deuxième film. C'est dire qu'il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc là, je vais vraiment parler des films que, à un moment donné, je les ai conseillés et que moi, il a fallu que je les revoie aussi derrière. Donc, alors j'ai revu l'Africain. Bon, l'Africain, c'était pas. Voilà, c'était pas. Je l'ai vu d'un œil, c'était pas officiel, ça a quand même pris un coup de vieux. Et du même réalisateur, j'ai vu Les Chouans aussi. Chouans. Par contre, là, je l'avais pas vu celui-là. Où j'avais peut-être entreaperçu tout ça. Et j'ai vraiment bien aimé Chouan. Je disais donc que ouais, Chouan, j'avais bien aimé aussi. Franchement, belle surprise. Je m'attendais pas à ça. Et l'Africain, moi, je l'ai regardé que d'un œil, c'est vrai. Mais c'était un peu, voilà, c'était un peu poussé. Il y a des scènes intéressantes, mais c'était un peu, c'est pas mal quand même. Il faisait quand même des films un peu meilleurs que des films d'aventure comme ça qui se passent à l'étranger, un peu mieux que ce qu'on a vu récemment, quoi. Ces derniers temps en tout cas. Alors voilà, ce qui me revient à l'esprit, parce que j'ai rien noté évidemment comme d'hab. Mais surtout moi je vais te parler d'un film que j'ai conseillé il y a quand même pas mal de semaines, que j'avais enregistré, j'ai mis du temps à le regarder celui-là. C'est la suite, on va dire indirecte. Je pensais que c'était la suite directe, mais apparemment c'était la suite indirecte de Dernier Train pour Busan. Dernier Train pour Busan qui est un film de zombies, de fin du monde zombiesque on va dire, où les zombies envahissent un espace et dans Dernier Train pour Busan, bah, ils fuient par le train, les zombies, pour essayer de rejoindre Busan et s'échapper peut-être dans une zone sécurisée, tu vois. Et je pensais que Peninsula c'était vraiment la suite directe, mais c'est pas du tout la suite directe, ça se passe 4 ans après. Donc c'est les gars qui ont réussi à... Donc ça parle de deux frères en tout cas, deux frères qui ont réussi à s'échapper par bateau et à vivre à Hong Kong 4 ans après que la Corée a été envahie par les zombies. Donc il n'y a que la Corée du Sud qui a été envahie par les zombies, la Corée du Nord, je sais pas, je crois que la Corée du Nord, pour ça n'a pas d'importance. C'est un film coréen du Sud, donc ce film, je pense que c'est que la Corée du Sud. Oui, je pense que la Corée du Nord, ils ont réussi à fermer tout ça. Bon, peu importe. Donc, c'est des gars qui ont réussi à s'échapper, je vais y arriver à le dire. Qui ont réussi à s'échapper et vivre 4 ans après, ils errent comme ça à Hong Kong et tout ça. Et t'as des malfrats qui vont aller les récupérer et les obliger finalement à repartir là-bas, aller chercher un butin. Parce qu'en fait, ces malfrats-là, ils
ils ont envoyé du monde là-bas dévaliser les banques, les machins et tout ça. Et il y aurait un camion plein de dollars américains ou de dollars, enfin plein de pognon. Apparemment c'est des dollars américains ou je sais plus quoi, ou peut-être des dollars, je sais pas, je crois que c'est peut-être des dollars au Japon, à Hong Kong. Ouais, peu importe, c'est plein de pognon. Donc un camion plein de pognon, donc ils les envoient là-bas parce qu'ils ont plus de nouvelles de leur équipe. Mais il y a un camion avec un numéro, une plaque d'immatriculation et tout ça. Donc en fait ils ont des comme tout le périmètre autour évidemment de la Corée du Sud est bloqué par des navires de guerre et tout ça. Mais ils ont un passage et ils ont leur petit réseau et ils peuvent passer par bateau parce que c'est vraiment cloisonné, c'est des zombies donc ils font en sorte que personne retourne là-bas quoi. Voilà, les gouvernements font en sorte que personne ne retourne là-bas. Donc les malfrats envoient ces deux frères et ainsi que d'autres Coréens là-bas en disant bah on fera moite-moite, hein. Donc on fait moite-moite, donc ils les arment et tout ça, ils les équipent et tout. Et comme ils connaissent le terrain là-bas, ils sont plus aptes finalement, ils sont plus aptes à essayer de récupérer le camion et le ramener au bateau, tu vois, un truc comme ça. Donc déjà c'est pas mal, déjà rien que le début de l'histoire, tu dis ça c'est pas mal. Parce que Peninsula, j'ai dû le dire quand j'ai conseillé le film, je me suis dit c'est la suite de Dernier Train pour Busan. Mais attention, apparemment c'est pas aussi bien, c'est pas terrible. J'avais vu quelques critiques, il y en a qui avaient l'air de dire que c'était pourri. Et en fait c'est génialissime. J'ai adoré ce film là, je m'attendais vraiment à un film naze. Et je regarde le début comme ça, bon, ça n'a pas l'air mal quand même, je regarde avec intérêt, tu vois, je vais pas faire, je vais pas aller me faire un café, je mets vraiment en pause, je vais me faire un café, je reviens là, c'est que ça commence à me plaire. Et en fait, on retrouve dans ce film de zombies un côté Mad Max. Mad Max, surtout sur la fin avec des courses de bagnole et tout ça, j'ai bien aimé. Je trouve que les effets spéciaux, ils ont fait un super boulot quoi pour un film coréen. Ça claque, hein. Je trouve ils font du super cinéma. Ils sont je dirais pas à des années-lumière de la France, mais quand tu vois les films d'action coréens, même certains films d'action chinois, mais les films d'action coréens, les séries coréennes, Squid Game, bah tu vois, c'est coréen. Mais là, les films d'action, les films de fantastique, horreur, action, qui est Peninsula et Dernier Train pour Busan, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, et ce que nous on est capable de faire dans un genre, on va dire, action, franchement, ça déboîte parce que Peninsula, comme j'ai dit, il y a un côté Mad Max, course de bagnole sur la fin, vraiment j'ai adoré. Il y a un côté New York 97 où à un moment donné, faut se dépêcher de rejoindre, de sortir de ce chaos. Ouais, il y a un côté New York 97, mais je peux pas trop en dire non plus. J'ai retrouvé un côté New York 97, un côté Mad Max dedans. Plus, évidemment, un film de zombies où les zombies ils sont pas tout lents, quoi. C'est pas Walking Dead, c'est des zombies fous furieux comme dans World War Z. Donc c'est des zombies super rapides. Et la fin, je te jure, je me suis levé de mon canapé, je faisais la sentinelle. J'étais partagé entre je regarde pas, je m'énerve ou je m'énerve pas. J'étais vraiment tendu du slibard, mais tendu du slibard à fond sur la fin. Et j'ai adoré ce film-là, Peninsula. J'ai tellement adoré Peninsula que je le préfère à Dernier Train pour Busan, clairement. Même si j'adore Dernier Train pour Busan. Et que je commençais à regarder, savoir si t'es pas sorti en 4K et tout ça, pour essayer de me le prendre. Bon, apparemment, il est pas sorti en France, il faut avoir acheter des éditions allemandes ou je sais pas quoi, donc bon, ouais, c'est bon. Je vais attendre qu'il sorte ça un jour en 4K, ou les prendre en Blu-ray, un de ces 4 quoi. Apparemment, il y a un troisième épisode de la saga coréenne comme ça, qui se passerait avant. Apparemment. Donc, bon, à voir. Donc voilà, c'était une grosse surprise et j'espère que tu as suivi mon conseil. Je sais pas c'est quoi cet accent. J'espère que tu as suivi mon conseil parce que si tu as suivi mon conseil, tu te dis tiens, Dernier Train pour Busan, il y en a je sais qui ont aimé, qui ont peut-être jamais vu et qui se sont dit tiens, j'ai regardé Dernier Train pour Busan, j'espère que t'as aimé déjà, enfin j'espère que t'as aimé, mais j'espère quand même que tu t'es
intéressé à Peninsula derrière parce que je pense que t'es peut-être passé à côté d'un super film et je peux t'assurer qu'il est génial ici. Voilà. Il est génial ici. Et quoi dire de plus voilà, pour moi, ça a été parmi tous ceux que je n'avais pas vu. Que je n'avais pas vu, tous les films que je n'avais pas vu, que j'ai conseillé comme ça. Je crois que Peninsula, c'est gros niveau. Bon, après, je devais parler d'autres films aussi, mais c'est pas grave, faut que je m'en rappelle, faut que je les note aussi. Je les noterai, les films que j'ai vus, tout ça. Et de toute façon, je suis déjà à 50 minutes presque, donc bon, voilà, on va arrêter là. Bon, allez, je te dis à la prochaine, et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous des 5 films à voir pour la semaine.